Bon, il y a une note qui me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par... ben, Wissal. Wissal. 1 minute porteur. Oui. Normalement, c'est bon, c'est réglé. Oui. Alors, voilà. On va passer à la prochaine. On va passer à la question suivante. Un jeune, bon, là, c'est une question un peu. Il y avait peu de gens qui ont répondu juste. Donc, c'est pour ça que je voulais repartager avec vous cette question. Alors, on est devant un jeune de 16 ans qui consulte pour une hémorragie digestive basse. C'était des rectorragies. Bien sûr, devant une hémorragie digestive basse, l'examen l'examen clinique et tout, qui était pauvre. On a réalisé une fibroscopie digestive basse qui est revenue sans particularité. On a complété par une fibroscopie digestive haute puisqu'il y avait une hémorragie de grande abondance, donc ils peuvent avoir comme origine un ulcère gastrique, par exemple, postérieur qui saigne. Malheureusement pour le patient, elle revient sans particularité. On va compléter par un scanner. On a demandé d'emblée un scanner qui est revenu sans particularité. Alors, quelle est l'attitude à suivre ou quel est l'examen qu'il faut demander après la fibroscopie digestive haute, basse et TDM? Donc, je vous ai donné comme proposition l'IRM abdominal ou simplement l'échographie abdominopelvienne. Pourquoi l'échographie? Puisqu'elle n'a pas. On a demandé d'emblée un scanner et peut-être il fallait commencer par une échographie. La scintigraphie au pertechnétate de sodium. Ou tout simplement, est-ce qu'il fallait demander un abdomen sous palpation ou un PET scan pour essayer de localiser soit une maladie néoplasique, soit une métastase quelque part. Donc, la bonne réponse, c'était bon, avant de vous donner la bonne réponse, lorsque je vous dis qu'on est devant un patient de 16 ans, âgé de 16 ans. 16 ans, je suis en train de vous orienter vers une pathologie, pas néoplasique, mais une pathologie congénitale. OK? Donc, la question, elle est en train pour l'examinateur, il est en train de vous orienter vers une pathologie congénitale, pas néoplasique. Ce n'est pas un cancer. Un cancer chez un jeune de 16 ans, ça existe, mais elle n'est pas, fréquente. C'est rare quand même, c'est exceptionnel. Alors, un jeune de 16 ans qui présente une hémorragie digestive basse, on fait la fibroscopie digestive haute, basse, sans particularité. Ça veut dire que de l'œsophage, de la bouche jusqu'à le quatrième duodénum, il n'y a rien. Et de l'anus jusqu'à la dernière once intestinale, il n'y a rien. Donc, colon gauche, le colon transverse, l'ombilical droit et gauche et tout, colon droit, il n'y a pas de lésion responsable de ce saignement. Pareil pour l'œsophage, pareil pour le cardia, pareil pour l'estomac, pareil pour le duodénum, la première portion duodénale, la deuxième, la troisième et la quatrième. Il n'y a pas d'immobilie, il n'y a pas il n'y a pas de saignement issu de canal d'évolution.
puisqu'une pancréatite chronique, elle peut donner aussi une hémorragie digestive. Pas terrible, c'est une étiologie à connaître. Alors, donc, conclusion, à partir de ces données, conclusion, on doit sortir avec la conclusion suivante, c'est que l'étiologie de cette hémorragie digestive est située dans l'intestin grêle. OK? Puisque la fibroscopie haute et son particularité, basse et son particularité, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste entre la première anse intestinale et la dernière anse intestinale. Donc, quelle est la pathologie congénitale qui doit être suspectée? Qu'est-ce qu'on a? On a une seule pathologie, c'est le diverticule de Meckel. Le diverticule de Meckel, c'est une pathologie congénitale, c'est une pathologie qui risque de présenter des complications, soit perforation, soit sténose, soit invagination, soit hémorragie, peut être responsable d'une hémorragie. Et c'est le cas. Dans ce cas, il faut savoir que l'examen de référence pour mettre en évidence le vesicule de Meckel, ce n'est pas l'IRM, ce n'est pas l'échographie, ce n'est pas l'abdomen sans préparation, ce n'est pas le TEP scan, ce n'est pas le scanner abdominal, mais c'est la scintigraphie au perténiclate de sodium. C'est l'examen de référence pour mettre en évidence cette pathologie. Donc, cette question, j'avoue que cette question était un peu difficile, mais si on réfléchit de façon un peu logique, on peut quand même on peut proposer une réponse juste. La même question, si vous voulez, je vais répondre à la même question avec uniquement, je vais changer uniquement l'âge. Un homme de 70 ans qui présente une hémorragie digestive basse, la fibroscopie digestive sans particularité, haute sans particularité, basse sans particularité, la TDM est aussi sans particularité. Quel est l'examen qu'il faut demander? Ben, c'est les mêmes données, mais on a juste changé l'âge, 70 ans. Donc, lorsqu'on je pose la question à un homme de 70 ans, une femme de 70 ans, je suis en train de vous orienter vers une pathologie néoplasique, vers un cancer. Un cancer, bien sûr, situé au niveau du grêle. D'accord? Probablement, un cancer situé au niveau du grêle. Donc, l'IRM abdominal, non, puisque l'IRM abdominal n'est pas performante pour ce qui est tube digestif. L'IRM abdominal est performante pour le foie, pour le pancréas, pour le rectum, la partie distale, pour un bilan préopératoire concernant un cancer du rectum, mais pas pour l'hémorragie digestive. Ça ne sert à rien de demander une IRM pour un symptôme, pour une hémorragie digestive. L'échographie abdominopelvienne, la même chose, elle est gênée par les gaz, donc tube digestif, échographie, c'est pas la bonne indication. Bon, la scintigraphie au perténiclate de sodium, un diverticule de Meckel chez un patient de 70 ans, c'est un peu rare quand même. Un abdomen sans préparation, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Un malade qui présente une hémorragie digestive, pourquoi je demande un abdomen sans préparation? Ça ne sert à rien. Un entéroscanner, ça c'est important. Ça, c'est oui. C'est la bonne réponse. Un entéroscanner, pourquoi? C'est le seul examen qui peut explorer le grêle entre la première once et la dernière once, c'est bien l'entéroscanner. Il y a aussi la vidéocapsule et tout, mais en général, on demande un entéroscanner. Vous voyez que la réponse, elle change avec, si on fait un petit changement, par exemple l'âge, entre 16 ans et 70 ans, ça va changer beaucoup de choses. Alors, la question suivante. Alors, le syndrome Mallory-Weiss présente les caractéristiques suivantes. A, c'est une hémorragie secondaire à une déchirure longitudinale située au niveau de la partie haute de l'œsophage. Faux. Faux. Donc, ça ne concerne pas la partie haute de l'œsophage. C'est une hémorragie secondaire à une déchirure longitudinale située à cheval sur le cardia. C'est la bonne réponse. L'évolution, le plus souvent, elle est défavorable avec risque de décès. C'est pas juste, c'est pas juste. En évolution en général, elle est favorable avec un traitement endoscopique. Alors, ce syndrome malheureux est consécutif à un effort de vomissement. Oui, en général, c'est une femme admise pour des signes exagérés de grossesse ou elle est fréquente aussi, c'est les hommes éthyliques, c'est les alcooliques.
Donc, ils présentent des vomissements à répétition, des vomissements incoercibles. Donc, les vomissements, ils vont provoquer des déchirures au niveau du cardiaque, qui vont se manifester par une hémorragie digestive. Alors, pour la dernière proposition, la suture chirurgicale est le principal traitement. Faux. Le principal traitement, c'est le traitement endoscopique. Ce n'est pas le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical reste comme traitement de dernier recours. En cas d'échec du traitement endoscopique, on doit avoir recours à la chirurgie. Donc, la bonne réponse, c'est B et D. BD. Alors, quel est le score Child-Pugh pour un patient cirrhotique sans acide, sans céphalopathie hépatique, avec un TPA à 57% et un taux de bilirubine égal à 31 grammes par litre, et bilirubine est égal à 30 micromoles par litre. Alors là, vous avez plusieurs propositions. C'est une question, je pense à mon avis que c'est une question hyper tombale dans le concours de résident. C'est des questions, c'est vrai qu'ils ne testent pas, ce genre de questions ne testent pas l'intelligence de l'étudiant, mais beaucoup plus le côté apprentissage ou le côté réflexe. Et donc, je voulais partager avec vous ce genre de questions, puisque moi, personnellement, je n'hésitais pas à mettre ce genre de questions je ne vais pas hésiter à poser ce genre de questions dans le concours de résident. Donc, pour répondre à ce genre de questions, il faut tout simplement apprendre par cœur la classification de Child-Pugh. Alors, la classification de Child-Pugh, il y a 5 critères. Il y a 2 critères cliniques, il y a l'acide et l'encéphalopathie. Et il y a 3 critères biologiques. On a le taux de bilirubine, le taux d'albumine et le taux TP. Donc, ça dépend, ça dépend le degré de gravité de chaque signe. On donne 1 point, 2 points ou 3 points. Donc, pour cette question, la réponse c'est B, c'est A6. Donc, c'est la bonne réponse. Je voulais partager avec vous cette question. C'est pour vous pousser, vous orienter vers cette classification. Donc, c'est primordial, c'est capital pour toute personne qui veut passer le concours du résident. C'est important. Il faut apprendre la classification de Child-Pugh par cœur. OK? Alors, devant un homme âgé de 68 ans qui consulte pour un ictère cholestatique. Donc, l'ictère cholestatique, ça veut dire on est devant un ictère type chirurgical, donc un ictère avec des urines foncées, des selles décolorées, avec un bilan de cholestase biologique. Alors, un ictère cholestatique avec une vésicule biliaire palpable à l'examen clinique. Ça veut dire que la vésicule biliaire, elle est distendue. C'est pour ça qu'elle est palpable. Alors, toutes ces propositions sont à évoquer, sont exactes, sauf une, laquelle, bien sûr, ictère avec vésicule palpable, ça sous-entend que l'obstacle tumoral est bas situé. Ça veut dire bas situé, ça veut dire que l'obstacle est localisé au-dessous de l'accouchement du canal cystique dans la voie biliaire. C'est la seule condition pour donner une vésicule biliaire distendue, donc palpable à l'examen clinique. Donc, on doit répondre, on doit chercher toutes les étiologies qui peuvent donner une dilatation de la vésicule biliaire. Un obstacle, une dilatation de la voie biliaire principale, plus une dilatation du canal cystique et de la voie biliaire principale et de la vésicule biliaire. Alors, la première proposition, c'est le cancer de la tête du pancréas. Du pancréas, oui. Okay. Le cancer de la convergence biliaire, des tumeurs de Klatskin. Donc, c'est la mauvaise réponse, puisque le cancer de la convergence biliaire, il intéresse, comme son nom l'indique, la convergence biliaire, donc l'abouchement entre les voies biliaires intrahépatiques gauche et droite, et l'obstacle est haut situé, donc la vésicule biliaire ne sera jamais palpable, ne sera jamais disponible. Et on n'aura jamais une dilatation de la voie biliaire principale extrahépatique. On aura, dans les tumeurs de Klatskin, on aura une dilatation des voies biliaires intra, de façon isolée. Il y aura jamais une dilatation des voies biliaires de la vésicule biliaire, ni de la voie biliaire extrahépatique. Le cancer du tiers distal de la voie biliaire principale, oui, c'est un diagnostic à évoquer. L'empylome patérien,
aussi, c'est un diagnostic qui est évoqué, qui doit être évoqué. Le cancer duodénal avec envahissement de la voie biliaire principale, oui. Donc, pour cette question, la bonne réponse, c'est le cancer de la convergence biliaire. Il ne donne jamais euh, un ictère cholestatique avec vésicule palpable. Ça s'appelle la loi de Courvoisier-Terrier, mais je pense que c'est aussi c'est assez simple à maîtriser ce genre de. Alors, parmi ces propositions, quel est l'examen de référence dans l'occlusion, dans l'exploration de l'occlusion intestinale aiguë? Ben, c'est une question un peu, pas une question piège, mais vous devez faire attention par rapport à ce genre de questions. Et moi, j'ai précisé dans la question l'examen de référence, pas l'examen de première intention ou l'examen de référence. Alors, on a comme proposition l'échographie abdominale, l'abdomen sans préparation, le scanner abdominal, l'IRM abdominal, le transit œsogastro-duodénal. Bien évidemment, la bonne réponse, c'est le scanner. Ce n'est pas l'abdomen simple, mais c'est le scanner abdominal. Il faut garder ça comme, comme information capitale. L'examen de référence dans les occlusions, c'est le scanner. OK? Alors, la même chose, l'examen de référence pour le diagnostic radiologique de l'appendicite aiguë est cocher la bonne réponse. On est devant une question choix simple. Alors, beaucoup de gens ils vont cocher, ils vont choisir l'échographie abdominale. La réponse est fausse, pas l'échographie. Hein. L'échographie abdominopelvienne, c'est l'examen de première intention devant une suspicion d'une appendicite. Mais il faut savoir que l'examen de référence en matière d'appendicite aiguë, c'est la même chose comme l'occlusion, c'est le scanner. C'est le scanner abdominal. Okay? Donc ça doit être clair. Alors, la question suivante concernant la classification de l'œsophagite caustique. Donc, il y a une classification concernant les lésions au cours d'une ingestion caustique. On a le stade 3A correspond. Bien sûr, il y a toute une classification, un type stade 1, 2, 3 et 4. 4, c'est la perforation. 1, c'est une lésion linéaire. 2, c'est une lésion linéaire. Et, pour le stade 3, c'est la nécrose, c'est la présence de nécrose au niveau de l'œsophage, au niveau de la muqueuse œsophagienne. 3A, c'est une nécrose localisée. 3B, c'est une nécrose étendue. Et aussi, bon, je dois être franc avec vous, c'est pas le type ou ma méthode préférée dans les questions. Moi, j'évite en général ce genre de questions. Ça ne teste pas, ça va pas permettre de tester l'intelligence ou le réflexe d'un étudiant, mais vous risquez quand même de trouver ce genre de questions dans le concours de résidat. C'est des questions, en plus, c'est des questions très simples. C'est des points très faciles à obtenir. Donc, n'hésitez pas à apprendre les classifications, la classification de Child-Pugh, la classification les œsophagites caustiques, la classification de Balthazar, la classification de Ransom. Je sais que c'est un peu la classification de Forrest pour l'hémorragie digestive. Je sais que c'est un peu chargé, c'est un peu difficile pour retenir toutes ces classifications, mais il faut insister parce que c'est des points faciles quand même. Donc la bonne réponse, c'est D. Alors, concernant toujours l'ingestion caustique, concernant les signes de gravité des brûlures caustiques, toutes ces propositions sont justes, sauf une, laquelle il faut savoir que l'agitation extrême est un signe de gravité, vrai. La détresse respiratoire aussi, c'est un signe de gravité. Alors, la détresse respiratoire en matière de brûlure caustique, elle peut nous orienter vers soit une brûlure respiratoire, souci, donc inhalation, ou un œdème de Quick, donc qui peut compliquer le tableau clinique. Ou trois, la dyspnée peut avoir comme cause une acidose métabolique, donc peut-être une dyspnée métabolique. Donc c'est les trois causes de la dyspnée lors de l'ingestion caustique. Donc oui,
La détresse respiratoire, c'est un signe de gravité. L'hémorragie digestive, c'est un signe de gravité. Le choc hypovolimique, c'est un signe de gravité. Le choc hypovolimique vrai ou relatif. Donc, vrai par rapport à une hémorragie digestive ou relatif par rapport à un état de choc septique. Dans tous les cas, c'est un signe de gravité. Reste la douleur abdominale. Il faut savoir que la douleur abdominale n'est pas considérée comme un critère de gravité lors de l'ingestion. Donc, la bonne réponse, c'est le. Alors, devant un tableau d'une occlusion intestinale aiguë, 3 gestes sont obligatoires. Donc, toute occlusion intestinale devant tout malade qui se présente en urgence chirurgicale pour un tableau d'occlusion intestinale, on doit faire 3 gestes obligatoires. Premièrement, le toucher rectal. 2, l'inspection de la paroi abdominale à la recherche d'une cicatrice d'intervention. Vrai, à la recherche pourquoi? Puisque on doit éliminer l'occlusion thyroïde, on doit éliminer l'uventration rétrograde. C'est l'inspection et la palpation des orifices herniaires, c'est capital. Donc, il faut inspecter, il faut essayer de palper tous les orifices herniaires à la recherche d'une hernie, étranglée. Bien sûr, les critères d'étranglement sont connus. Une hernie étranglée, c'est une hernie qui est douloureuse, qui est non réductible, qui est non impulsive à la. Bon, alors, il faut chercher des signes dormance. Non, signes dormance, c'est chercher dans le thrombophlébite des membres inférieurs. Il faut donner des laxatifs, jamais. Devant un syndrome occlusif, les laxatifs sont contre-indiqués. Donc, la réponse, juste, c'est A, B et C. Concernant les étiologies de la pancréatite aiguë, toutes ces propositions sont justes, sauf une, laquelle. Voilà, donc hypertriglycéridémie. Oui, c'est une cause c'est pas la cause la plus fréquente, mais c'est une cause connue. L'hypocalcémie, non, c'est beaucoup plus l'hypercalcémie. D'accord? L'hypocalcémie, il faut savoir que l'hypocalcémie, c'est une conséquence d'une complication. C'est une conséquence de l'hypocalcémie aiguë, c'est pas une cause. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, bien sûr, l'antécolite inflammatoire, le lupus, le pancréativisome, la lithiase biliaire, l'alcool, les tumeurs du pancréas, le traumatisme du pancréas, la spectrotomie endoscopique, tout ça, c'est des causes. La pancréatite post-médicamenteuse, il y a des médicaments qui provoquent des pancréatites, tout ça, c'est des complications, plutôt c'est des étiologies qui peuvent provoquer une pancréatite aiguë, mais pas l'hypocalcémie. Alors, concernant la pancréatite aiguë, le score de Balthazar. Alors, le score de Balthazar, c'est un score scanographique. En général, on réalise lors du 3e jour, à 72 heures, et qui regroupe plusieurs critères. Alors, c'est un score de gravité. Ce n'est pas le meilleur score pour évaluer la gravité, mais c'est un score plus ou moins fidèle pour évaluer la gravité d'une pancréatite aiguë. Alors, les propositions, on a soit un pancréas normal, soit des coulées péripancréatiques uniques, élargissement focal ou diffus du pancréas, coulées multiples ou densification de la graisse péripancréatique. Alors, pour le grade B, dans la classification, le grade A, c'est le pancréas normal. Le grade B, c'est l'élargissement focal ou diffus du pancréas. Donc, voilà. Le grade C, c'est le pancréas hétérogène associé à une densification de la graisse. Le grade D, c'est une coulée pancréatique, péripancréatique unique. Et le grade E, c'est des coulées multiples. Bien sûr, pour le E, on donne 4 points. Pour le D, on donne 3 points. Pour le C, on donne 2 points. Pour le B, on donne 1 point. Pour le grade A, on donne 0 point. En parallèle, ça, c'est pour le scanner sans injection. Avec le scanner avec injection, on va déterminer le degré de nécrose pancréatique. Donc, s'il n'y a pas de nécrose, on donne 0 point. S'il y a une nécrose inférieure à 30% des cas, de la surface du pancréas, on donne 2 points. La nécrose entre 30 et 50%, on donne 40 points. La nécrose supérieure à 50% de la glande pancréatique, on donne 6 points. Et on aura comme cumul un score, un index de sévérité. Si l'index de sévérité est inférieur à 3,
donc le taux de mortalité est de 3%. Si l'index, donc l'index est entre 4 et 6%, on aura comme 6% de mortalité. Si l'index est entre 7 et 10%, on aura 17% de mortalité. Donc, c'est un score, un score de gravité qui n'est pas très, très, très performant, mais c'est un score qu'il faut connaître. Donc, pour répondre à la question, le grade B, euh, c'est l'élargissement focal ou diffus du pancréas. Donc, c'est la réponse C. Encore une fois, il faut insister sur ce type de classification. L'avantage de ces questions, c'est ça va vous permettre de gagner des points de façon simple, plus ou moins simple. Donc, il faut apprendre ces classifications. Et si jamais vous aurez ce type de questions, vous aurez des questions très simples. Alors, le concept de la parotomie écoutée, ça, c'est une question que j'ai posée au cours du dernier concours. C'était ma question. Et alors, le concept de la laparotomie écourtée dans la prise en charge des traumatismes abdominaux vise à éviter. Alors, il faut cocher les réponses. C'est une question QCS. Plutôt oui, QCS, non, QCM. La question choix multiple. Donc, on a comme proposition l'hypothèse. Alors, il faut savoir que le concept de la laparotomie écourtée, c'est un concept le grand pour le traumatisme abdominal. C'est un concept qui est couvert dans les années 90, donc dans la guerre de Pologne. Donc, les chirurgiens à l'époque, ils ont constaté que malgré une prévention adéquate des malades, des soldats blessés, donc un traitement, une réanimation correcte et un traitement médical très correct et tout, malgré tout ça, le taux de mortalité reste élevé. Il a avoisiné les 80%, 80%. On s'est posé la question pourquoi. Donc, on a des critères, on a identifié des causes qui peuvent expliquer ce taux de décès et on a isolé l'hypothermie, l'acidose alcoolique et les troubles d'alcool. Alors, pour éviter cette triade, on a proposé ce qu'on appelle la laparotomie écoutée, écoutée par rapport à quoi? Par rapport au temps. Donc, il faut essayer de réduire le temps d'intervention chirurgicale pour essayer de réduire le risque d'hypothermie, l'acidose métabolique et le trouble d'alcool. Bien sûr, les indications de la laparotomie écoutée sont la transfusion de plus de 5 kg globulaires, tension artérielle inférieure à 7. Et donc, ça, c'est pour les indications de la laparotomie écoutée. Le principe, c'est quoi? C'est privilégier tout ce qui est réanimation et chirurgie. C'est ça. Écouter l'intervention chirurgicale, ça ne doit pas dépasser 40 à 45 minutes et donner davantage ou transférer le patient après une intervention sommaire, donc qui vise à arrêter l'hémorragie active. Bien sûr, il faut éviter de faire des anastomoses, mais il faut juste fermer les segments digestifs. Malgré qu'on doit provoquer une occlusion, on doit lutter contre cette occlusion par la mise en place du sonde gastrique qui va éviter toutes les conséquences de l'occlusion intestinale. Et après cette intervention Pardon, rapide, pardon, oui, docteur. Le sang oui. s'est coupé que dans la partie de la laparotomie écourtée. Ah, toute la partie de la parotomie écoutée. Oui. Alors, je reprends. Alors, le concept de la parotomie écoutée, c'est un concept qui a révolutionné le monde de la chirurgie en matière de traumatisme abdominal. Pardon, le son toujours se coupe. Je pense qu'il y a un problème de connexion là. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, oui. Alors, il faut savoir que le concept de la parotomie écoutée, ben, c'est une question déjà posée lors du dernier concours du Vésilana. C'était ma question. J'ai insisté pour poser ce genre de questions puisque le concept de la parotomie écoutée, c'est un concept qui a révolutionné le monde de la chirurgie, pas uniquement en matière de traumatisme, mais tout le monde de la chirurgie. Alors, ce concept est mis en évidence la première fois lors des années 90,
dans la guerre du Golfe. Donc, les chirurgiens à l'époque, américains, ils ont constaté que les chirurgiens militaires, ils ont constaté que la plupart des blessés décèdent après un traumatisme violent, abdominal violent, malgré une prise en charge qui est correcte sur le plan médical et chirurgical, malgré que la réanimation était optimale, le geste chirurgical était parfait. On a assuré l'hémostase, on a fait un bon travail sur le plan chirurgical et tout. Malgré tout ça, l'évolution, l'évolution se fait vers le décès. Alors, ils se sont posé la question, pourquoi? Ils ont pu isoler les trois causes responsables de ce taux de mortalité, à savoir l'hypothermie, l'acidose métabolique et les troubles de la coagulation. Donc, pour éviter cette triade malheureuse ou cette triade létale, on a inventé le concept de la parotomie écoutée par rapport au temps. Donc, le concept, c'est quoi? Grosso modo, c'est privilégier tout ce qui est réanimation, tout ce qui est médical sur tout ce qui est chirurgical. D'accord? C'est donner le privilège à la réanimation au lieu d'opérer le patient durant 6 heures ou 7 heures au bloc opératoire, ce qui va aggraver la situation, aggraver l'hypothermie, l'acidose métabolique ou la coagulation. On doit intervenir rapidement, de façon rapide et de façon efficace. On va faire une hémostase sommaire, donc on doit faire une hémostase de façon parfaite. On doit éviter de faire des anastomoses, puisque une anastomose ou une ostomie, elle va mettre beaucoup de temps. Une seule anastomose, on peut mettre 40 minutes à faire une seule anastomose. Donc, il faut abandonner tout ce qui est anastomose, il faut abandonner tout ce qui est ostomie, il faut assurer juste l'hémostase, stopper l'hémorragie active, et puis orienter le patient vers un service de réanimation chirurgicale et pour essayer de stabiliser le patient, pour essayer de réanimer le patient. Et puis, après 48 à 72 heures, on reprend le malade. Et dans ce cas, on va opérer un malade en bon état général, mais stable sur le plan hémodynamiquement. On va travailler sur un malade qui ne saigne pas, qui n'a pas une hypothermie, qui n'a pas une acidose métabolique, qui n'a pas de trouble de la coagulation. Alors, vous allez me dire comment on peut intervenir en moins d'une heure, en à peu près 40 minutes. Comment on peut en 40 minutes assurer l'hémostase d'un traumatisme abdominal grave. Alors, il faut savoir que les choses ont évolué pour le foie, par exemple. On fait pas de suture. Il faut savoir qu'en chirurgie hépatique, on peut suturer les vaisseaux dans le parenchyme hépatique, mais en matière de traumatisme abdominal, on doit faire ce qu'on appelle le tamponnement périhépatique ou le packing périhépatique. Ça veut dire le packing périhépatique, ça veut dire on doit couvrir le foie avec des champs abdominaux, des champs en tissu. Ils vont faire le travail, ils vont assurer c'est efficace dans 90%. Bien sûr, on peut associer à ce geste la manœuvre de Pringle. La manœuvre de Pringle, c'est quoi? C'est le fait de clonner. Lorsqu'on parle de pédicule hépatique, ça veut dire la voie biliaire, l'artère hépatique et la veine. Donc, on va couper tout ce qui est inflow. Donc, il y aura peu de sang qui rentre dans le foie et on va, bien sûr, on ne peut pas clamper de façon totale, mais pendant 5, 10, 15 minutes, juste pour essayer de mettre en place les champs abdominaux pour assurer l'hémostase, puis on va déclamper, puisque sinon ça va évoluer vers l'insuffisance hépatique et le décès. Donc, pour la rate, il faut savoir que le geste splénotomie est plus ou moins simple. C'est pas un geste très, très difficile. On peut le réaliser en 15 secondes, 30 secondes. Pour le reste, on va privilégier tout ce qui est, on va éviter de faire des anastomoses sur le côlon, sur le grêle, mais on doit juste fermer le tube digestif. De part et d'autre de la plaie, on doit juste fermer, nettoyer, et à la fermeture de l'abdomen, on va pas fermer la polyvrose, puisqu'on doit uniquement fermer l'abdomen avec le plan superficiel qui est la peau. Pourquoi? Pour éviter la complication de ce tamponnement périhépatique qui est le syndrome de compartiment abdominal. Alors, le syndrome de compartiment abdominal, c'est quoi? C'est l'hyperpression intra-abdominale qui est symptomatique, qui est associée à une insuffisance d'un organe. En général, c'est le rein. Donc,
comme on a laissé en place des champs, plusieurs champs à l'intérieur de l'abdomen, donc il y aura pas assez de place. Donc, le tamponnement va provoquer une hyperpression intra-abdominale. L'hyperpression intra-abdominale va gêner, bien sûr, le roto veineux et la vascularisation du rein, qui risque de provoquer une insuffisance rénale. Donc, la fermeture. Docteur, Oui. docteur, on s'excuse, la séance va se couper encore une fois. C'est limité par temps. Donc, on Oui. va reprendre après 5 minutes, si ça se coupe. Okay. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Donc, non, il n'y a pas de souci. Donc, il faut juste fermer la peau, mettre le pansement, orienter le patient vers la réanimation chirurgicale, travailler sur les transfusions, lutter contre l'hypothermie, l'acidose métabolique et troubles de la coagulation. Après 2 jours à 3 jours, on reprend le patient, on va enlever les champs abdominaux, on va faire les anastomoses pour les plaies au niveau du tube digestif, il n'y aura pas de souci. Et